Et finalement, on va faire un petit zoom sur l'importance des compétences relationnelles. En courtage, on l'a abordé un peu à certains moments, relation, on l'entend beaucoup, mais c'est vraiment, vraiment central à la fonction. Puis en tant que psychologue aussi de formation, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui me passionne, là, la personnalité des courtiers. Donc, on va faire un petit zoom sur ça. Ça vous va? Vous allez peut-être dire non. Vous pouvez, là. Juste avant de faire l'exercice pour faire émerger les compétences, la compétence professionnelle englobe souvent ce qu'on dit, qu'on nomme les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Donc, qu'est-ce qu'on entend par savoir? C'est toutes les connaissances théoriques et pratiques qu'on acquiert souvent par l'apprentissage, par l'expérience aussi. Donc, c'est ce que je connais. Il y a les savoir-faire, un peu plus au niveau habileté. Donc, c'est notre capacité d'appliquer nos connaissances théoriques, les aptitudes que l'on acquiert souvent par la formation, aussi par l'expérience. Donc, c'est ce que je sais faire. J'ai mis en parenthèse verbe, c'est ce qu'on sait faire. Et finalement, le savoir-être sont davantage les qualités personnelles. Donc, nos valeurs, nos attitudes, nos traits de personnalité, c'est davantage lié, justement, comme je viens de le dire, à la personnalité. Donc, c'est ce que je suis. Pour l'exercice, j'ai tenté parce qu'on ne va pas les faire les trois, là, pour essayer de regrouper. Je voulais vous demander, c'est quoi les compétences théoriques et techniques qui sont importantes dans vos milieux en courtage de connaissances, qu'on appelle souvent les hard skills, en bon français, et les compétences plus personnelles, plus relationnelles qui sont importantes en courtage, donc qui sont un peu plus les soft skills. Et aussi, c'est quoi les compétences, selon vous, qui sont les plus difficiles à maîtriser, à développer? Les compétences que peut-être qui vous posent encore des enjeux que vous aimeriez continuer à développer. Donc, on va réfléchir ensemble à tout ça, puis on va les voir apparaître à l'écran. Donc, Roula, est-ce que tu peux remettre? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? OK. Je m'étais préparé une petite slide là, de backup si jamais ça ne levait pas. Là. Mais bon, c'est au niveau connaissance que j'ai regroupé un peu celles qui sortent le plus, qui sont les plus souvent nommées dans la littérature là, sur le courtage. Donc, connaître les méthodes de recherche, les réalités des milieux de pratique, comprendre les fonctionnements des systèmes, des processus de prise de décision, fonctionnement des organisations, connaître les cadres, modèles conceptuels en TC, vulgarisation, andragogie, évaluation de programme. Donc, c'est un peu ça. Habileté, collaboration, liaison, réseautage. Il y en a plusieurs que vous avez déjà nommés, là, je ne vais pas répéter. Gestion de projet aussi, utilisation des technologies qui est de plus en plus important comme compétence des courtiers. Et les attitudes, je pense que vous les avez pas mal toutes nommées. Peut-être créativité, qui n'était pas là. Autonomie, indépendance aussi, ça prend quelqu'un qui est capable de travailler quand même seul, sans trop de balises claires, là, des fois. Le travail d'équipe. Donc, voilà un peu un résumé des compétences. Merci pour votre participation. Le guide de pratique que je voulais vous présenter, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Il ressemble à ça. Il y en a qui ont déjà vu ce document-là. Oui, j'imagine ici les collègues de l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est des ressources qui ont été développées par un groupe de chercheuses là, mené par Alison Metz. Je ne sais pas si je le dis bien, mais qui porte vraiment sur les compétences qu'on a besoin en tant que spécialiste du soutien à l'implantation. Ils définissent ces spécialistes-là comme étant un rôle qui vise à soutenir les organisations dans l'implantation, mais aussi dans la pérennisation et la mise à l'échelle de pratiques fondées sur des données probantes. Donc, ce guide-là est vraiment comme à être utilisé comme un outil de réflexion, là, pas comme une liste d'épicerie de ce qu'il faut avoir pour agir en soutien à l'implantation. Ça peut me permettre des fois de formaliser, baliser, structurer, développer cette fonction-là dans les organisations. Donc, vraiment une lecture que je trouvais vraiment intéressante, qui a été développée à partir de plusieurs revues thématiques qui ont également été publiées en parallèle, des processus de consultation, des processus de validation aussi internationale. Donc, il y a une base quand même empirique intéressante. Les autrices, dans leur guide, ils proposent 15 compétences importantes à détenir pour soutenir l'implantation de pratiques
qui ont été regroupés en trois grandes catégories, donc la co-construction et la mobilisation, l'amélioration continue et la pérennisation du changement. Mais juste avant de les survoler rapidement avec vous, ce qui est vraiment important, qui est au cœur de ce guide-là, c'est les principes. Ces principes-là. Donc, faire preuve de curiosité, s'intéresser vraiment à nos partenaires de manière authentique, poser des questions, valoriser, intégrer différents types de connaissances, le faire pour vrai, vraiment y voir la réelle plus-value d'intégrer plein de connaissances, même si ça implique vraiment souvent des défis. Être engagé, donc vraiment vouloir participer à un changement, être résilient, faire preuve de patience aussi, être agile, être empathique, je pense que c'est mon préféré. C'est vraiment avoir une réelle considération pour autrui, pour les gens avec qui on travaille. Un esprit critique aussi, vraiment important. Donc, remettre en question nos présupposés quand on est en implantation. S'intéresser aux causes profondes des enjeux aussi, pas proposer des solutions un peu rapides, mais vraiment faire un travail critique de vraiment comprendre le contexte. Aussi faire des choix informés par les données, là, donc vraiment que toujours notre approche et nos choix soient informés. Pro-équité aussi, donc vraiment porter une attention explicite aux cultures, aux valeurs, à l'histoire aussi des gens avec qui on travaille, des besoins, des communautés aussi, et l'approche multidisciplinaire. Donc, rapidement, je vais vous présenter les trois grands regroupements, mais le but de ma présentation, ce n'est pas qu'on l'explore en détail, mais juste pour vous donner un petit avant-goût de ce qu'il y a dans ce guide-là. Vous pourrez aller le consulter si ça vous intéresse par la suite. Donc, le premier concept, c'est la co-construction et la mobilisation. Selon le guide, donc les courtiers devraient pouvoir faciliter l'implication active des parties prenantes à toutes les étapes de l'implantation. Ça aussi, on l'a quand même nommé aujourd'hui. Si les parties prenantes sont impliquées, on a davantage de chances que ce qui va être implanté va être adapté au contexte, va être adapté aux besoins des milieux, des communautés. Donc, c'est vraiment important. Puis pour ça, les compétences qui sous-tendent la co-construction et la mobilisation des desserts. Promouvoir le co-apprentissage, le co-learning, faciliter l'échange et le partage. Aborder les différences de pouvoir aussi. Appliquer l'approche de co-design et offrir un soutien personnalisé en fonction des besoins. Faire un petit point sur aborder les différences de pouvoir, parce que je pense que c'est important. Là, souvent, puis on n'en parle pas quand même là, régulièrement en courtage, mais d'être vraiment sensible à peut-être quels acteurs vont avoir plus d'influence sur le processus d'implantation, avoir un petit radar de voir peut-être les enjeux de pouvoir, quel groupe va peut-être plus être censuré ou se porter à moins parler ou moins participer, moins être impliqué. Donc, vraiment être le gardien de toutes les voix. Donc, je trouvais que c'était vraiment important de mettre un peu l'emphase sur ça. Puis aussi être conscient des rapports de pouvoir ou des différences de pouvoir autant entre les praticiens qui vont implanter la pratique, les programmes et les populations, les communautés aussi. Donc, il faut vraiment partir de la base et impliquer les voix des patients, des jeunes, des communautés dans le processus. Donc, je trouvais ça important. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est que les courtiers devraient, ou intermédiaires ou spécialistes, contribuer à créer ou soutenir une culture apprenante dans les milieux. 5 minutes? OK, je vais aller vite. Donc, valoriser les rétroactions fréquentes et l'utilisation des données pour guider les décisions en cours d'implantation. Je vais y aller vite sur ça. Et la pérennisation du changement. Ça, c'est un peu ce que France a mentionné tout à l'heure, puis je trouvais ça intéressant, de soutenir les milieux pour que les interventions qui sont implantées soient maintenues après que le soutien externe à l'implantation soit terminé. Donc, dans le fond, l'intermédiaire doit devenir plus nécessaire. Il ne doit pas prendre tout sur ses épaules et vouloir tout faire. Donc, c'est vraiment de partir des capacités des milieux et de les accompagner là-dedans. Plutôt que de devenir essentiel à tout milieu. Là, ça, c'est vraiment important. Encourager les leaders, mobiliser les champions déjà existants dans l'organisation.
pour qu'il y ait une pérennisation. Donc, voilà. Et les autrices nomment dans le guide, je trouvais ça vraiment intéressant, là, que le soutien à l'implantation n'est pas seulement une stratégie ou une technique, là, des étapes, quoi faire. Si vous suivez la recette, ça va fonctionner. C'est un art. Dans la pratique de cet art, les compétences relationnelles sont essentielles. Donc, c'était ma transition vers ma dernière section sur le rôle des qualités personnelles des intermédiaires. On sait que le développement de relations de qualité est central au succès. Puis pour ça, ça prend des compétences relationnelles, bien sûr, mais la personnalité des intermédiaires reçoit encore peu d'attention dans les écrits. Souvent, on voit les tâches, les rôles, les activités, les compétences acquises, les connaissances qu'on peut apprendre, mais peu sur les traits de personnalité puis leur influence sur l'efficacité un peu. Ça, je vais aller vite sur ça. Mais peut-être rapidement, je trouvais ça intéressant parce que la confiance dans les processus, distinguer la confiance intrapersonnelle, donc la confiance que les partenaires ont envers l'intermédiaire, puisqu'elle est perçue comme étant crédible, compétent, engagé, puis la confiance partagée interpersonnelle, donc le fait que tout le monde a l'impression qu'il participe à la même mission. Donc ça, c'est deux types de confiance sur lesquels on doit travailler. Et pour reprendre un peu ce que Félix a commencé à aborder ce matin, là, on a parti de la même référence sur des pistes pour établir un lien de confiance, parce qu'au cœur des relations de qualité, il y a un lien de confiance. Donc, il y a des stratégies relationnelles et des stratégies techniques. Donc, faire preuve de vulnérabilité centrale, difficile, challengeant. Humilité, se montrer humble, ne pas se présenter en expert, poser des questions, demander de l'aide, pas arriver en sachant tout, là, donc vraiment une posture à valoriser davantage, initier des échanges basés sur l'empathie, la communication bidirectionnelle. Au niveau des stratégies techniques, je ne vais pas y aller en profondeur parce que Félix les a abordées, mais interaction fréquente, fréquence plus que durée, célébrer les petites victoires aussi pour garder nos troupes motivées, puis vraiment avoir des baby steps, là, parce que si l'objectif est trop ambitieux, peut-être que ça peut être difficile de s'y rendre. Et quelques réflexions pour emporter que j'ai personnellement, puis qu'aujourd'hui, je vais. Ben non, c'est une blague. Mais en sachant ça, comment on peut étudier l'influence des qualités personnelles des intermédiaires sur les processus de transfert et d'implantation? Pas une simple question quand même. Comment une meilleure compréhension de ces qualités personnelles-là vont pouvoir nous aider à développer cette fonction-là puis mieux la soutenir? Puis comment renforcer des soft skills? Est-ce que ces qualités personnelles-là peuvent être apprises, développées, renforcées? Puis comment? Donc, je pense que c'est une grosse question que je vous lance et qui clôt ma présentation.